Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode sur YouTube. Ça fait quelques jours, tout simplement parce que j'avais beaucoup travaillé en arrière-plan, mais aujourd'hui je me suis dit, allons faire une petite vidéo pour vous tenir au courant un petit peu des marchés en ce moment, de quelques actions aussi qui ont été beaucoup entre guillemets évoquées ou en tout cas que j'ai vu passer via la petite exposition que j'ai à travers la chaîne YouTube, donc des questions, etc. On va parler rapidement de Microsoft, de Meta, Essiloxotica, aussi Ricard qui a été plusieurs fois évoqué. On en parle aussi dans le school. Enfin bref. Et un petit peu de façon générale, les marchés. On a eu deux belles journées, un petit peu de remontée, et là, ça y est, la volatilité revient. La peur qu'on aurait pu avoir que finalement on aurait raté la baisse, eh ben c'est peut-être pas si sûr que ça, hein. On est toujours en grande volatilité, la peur est là et ça peut très bien corriger à nouveau. Donc voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. On attaque. Le Nasdaq qui avait bien corrigé, qui était passé d'ailleurs en territoire de correction, nous a fait deux belles journées de hausse et on avait le cycle médiatique qui était un petit peu revenu en positif. Oui, finalement, on a peut-être fait un point bas, le conflit, la géopolitique, tout ça, ça va se calmer. Et puis là, il suffit d'ouvrir un petit peu les médias spécialisés pour voir que finalement, on va peut-être remettre de la volatilité, ça va peut-être encore ouvrir à la baisse, etc. J'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo sur le court terme. Globalement, on peut, et on en parlait d'ailleurs dans le school, et d'ailleurs en parlant du school, ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est sans engagement si vous voulez avoir accès à une communauté d'investisseurs dans laquelle on échange au quotidien, aussi des vidéos, des lives, accès à mon portefeuille, mes achats, mes ventes, etc. Et aussi, je viens, du coup, je passais beaucoup de temps dans un plan à commencer à la mise à jour de la formation du programme, et il est maintenant disponible dans le school via un abonnement en annuel. Vous avez toutes les infos ici, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vous pouvez commencer en mensuel, c'est sans engagement et si au bout d'un mois vous voulez continuer c'est possible, sinon repassez que sur YouTube, il n'y a pas de souci, on continue le contenu ici. Et pour ceux qui veulent plus un aspect apprentissage formation, celle-ci est en train d'être complètement mise à jour. Bref, je reviens à nos moutons. Au niveau du cycle médiatique et du Fear and Greed Index, clairement, on est quand même arrivé sur des niveaux où ça fait plaisir parce que on commence à avoir des opportunités. Alors je dis ça fait plaisir, non, ça fait pas plaisir si on regarde les portefeuilles, mais quand on était tout là-haut en janvier-février, j'arrêtais pas de bassiner à dire qu'on est sur les plus hauts, que je remonte mes niveaux cash, etc., qu'il n'y avait pas grand-chose à acheter. En tout cas, il y avait moins d'actions, même si j'achetais toujours un petit peu. Là, c'est une autre histoire, il y a pas mal de dossiers qui ont corrigé. Vous voyez le Fear and Greed Index, hein, c'est la troisième fois qu'on est venu sous les 20, voire même sous les 15, hein, 3 fois d'affilée en un an, ce qui est beaucoup. On sera bientôt en avril, d'ailleurs on est début avril, quand il y avait eu le Liberation Day et toutes les peurs sur les taxes douanières. Donc beaucoup de volatilité là en 12 mois glissants. Si vous prenez la moyenne mobile, aussi bien la 125 jours que la 200 jours, on est venu taper en dessous. Et des fois, dans ces moments-là, même les bons vieux ETF, hein, le bon vieux Nasdaq, le bon vieux S&P 500, et même moi, ça peut clairement m'intéresser. Ça m'est arrivé d'acheter de l'ETF. D'ailleurs, durant la grosse baisse d'avril dernier, je m'étais intéressé aux ETF classiques, hein. On peut aller voir aussi le S&P 500, tiens, il est ici. Voilà un petit peu. Maintenant, si on continue, je voulais parler de Microsoft et Meta, toutes deux évoquées, toutes deux avec des valorisations qui se sont vraiment compressées, et deux belles entreprises. Alors on va regarder un petit peu les valos aujourd'hui ensemble. Je vais directement aller, je vous le fais en direct, hein. On va aller chercher et Meta et Microsoft. Alors, vu les capex qu'on est en train d'avoir sur les deux business, on va peut-être pas regarder les free cash flow. Enfin, personnellement, en tout cas, c'est pas quelque chose que je m'amuserais trop à faire. Mais bon, chacun mène son analyse comme bon lui semble, hein. Et vous voyez notamment le prix par rapport aux operating cash flow et le PER, par contre, sont très très bas, hein, sur des boîtes là comme Meta. Je vais vous mettre aussi Microsoft. Sachant évidemment que j'invite tout le monde à faire aussi des projections, on va en parler après. Mais si je vous prends les médianes sur allez, 6-7 ans, là, je me suis mis un petit peu aléatoirement depuis 2018 par exemple. Vous avez le PER actuel sur Meta qui est à 20,95 contre une médiane à 26. Sur Microsoft, 33 de médiane contre 23 actuellement, ça a vraiment corrigé. Et même sur les prix par rapport au flux de trésor, on est sur les médianes alors que les capex ont beaucoup accéléré, hein. Je vais aller vous les chercher directement dans le cash flow statement. Vous allez le voir ici, cash issu des opérations, capex et free cash flow sur Meta. Regardez l'accélération des capex. Donc plus difficile de projeter sur les free cash flow en ce moment. Pourquoi pas sur les bénéfices, je vais vous montrer Microsoft aussi. Voire tout simplement sur les operating cash flow. Ou alors mettre un ratio de prix à payer plus cher par le marché. Ce qui peut fonctionner aussi, hein, quand on projette.
Et d'ailleurs, bah, vous voyez ce qui se passe, hein. Vu que les free cash flow baissent forcément, en tout cas ils montent moins vite que les operating cash flow, vu qu'on est en train de passer en capex, forcément bah, ça vous fait des ratios de prix sur free cash flow qui sont tout là-haut. Vous les voyez, je vous laisserai regarder à l'écran. Et Microsoft, pareil, regardez, une forte accélération des capex, donc ça vous fait quand même que les free cash flow montent moins vite que les operating cash flow. Et regardez ce graphique, il est tellement parlant, hein. Cash issu d'opérations en train d'exploser. Mais free cash flow, donc flux de trésorerie disponible, ce n'est pas le cas, parce qu'on investit. Et c'est pas quelque chose qui me gêne. Bref, pour revenir sur les valos, on est clairement sous les médianes historiques, en baisse, les valos sont vraiment basses, on en parlait, je sais que certains parmi vous s'y intéressent, et je vous comprends. Même moi, hein, quand je fais des fichiers de projection, j'inviterai tout le monde à le faire, ouais, les valos sont massacrés. Et ensuite, comme toujours, là, on parle des valos, mais on va en parler plus tard sur Essilor Luxottica, je peux même déjà vous le montrer. J'invite quand même toujours tout le monde, chacun aura sa méthodologie, mais à établir quand même un prix qu'on souhaiterait payer parce que, ok, on regarde un ratio de prix, c'est le marché en ce moment, mais le marché a toujours une raison de valoriser plus ou moins une entreprise et on ne regarde que le passé. Maintenant, il faut aussi regarder l'avenir, savoir où on sera en termes de chiffre d'affaires, de marge, ou en tout cas essayer de le projeter selon son opinion dans plusieurs années et réactualiser dans le présent pour obtenir un prix à payer. Et on va en reparler sur Essilor Luxottica parce que c'est avec ma méthode que personnellement, bah, je ne pouvais pas l'acheter pendant très longtemps. Et à force de dire que ça baisse, c'est non, c'est non, c'est non, et ben un jour on arrive sur des valos où je me dis ouais, maintenant si on arrive à avoir une décote sous un prix que j'estimerais entre guillemets prix à payer, prix juste, prix cible, chacun aura la dénomination qu'il veut, bah pourquoi pas. Mais voilà, je vais finir sur Meta et Microsoft, oui, les valos sont basses, et si quelqu'un veut rentrer dessus, ça ne me choque pas à partir du moment où chacun évidemment a fait son analyse. Et on en reparlait l'autre jour, ne pas juste copier, mais vraiment aussi écrire pourquoi on achète. Parce qu'après, on se retrouvera face à soi-même si ça monte ou ça baisse et qu'on ne sait pas pourquoi. Le prix à l'écran, ce n'est qu'une opinion du marché. Et derrière, ce qu'on obtient, c'est une entreprise. Donc savoir ce qu'on paye pour ce qu'on obtient. Bref, on va pas ici faire du fondamental, on est là pour parler d'action. Je voulais continuer avec Essilor Luxottica et Ricard après. Essilor Luxottica, entreprise dont on a déjà parlé en décembre de l'année d'avant à 270 $, 270 euros, pardon, entreprise européenne qui peut rentrer d'ailleurs en PEH, je sais que ça intéresse pas mal pour ça. Mais on en avait parlé vers ici dans les 270, c'était un nom catégorique, je comprenais pas du tout la valo, ni à 250 ni à 240. Ensuite on avait refait une vidéo, c'était quand? Le 17 février 2026. Et j'étais arrivé sur un prix à payer certainement entre 170 et 190 euros sans demander de marge de sécurité ou de décote, juste un prix max perso à payer. Maintenant avec une petite décote de 10-15% ou marge de sécurité, chacun l'appellera comme il veut, pourquoi pas. Et au moment où on avait fait cette vidéo, c'était quand j'ai dit le 17 février. Ah, vous voyez, c'était ici le 17 février 230. C'était non, toujours, clairement. Bah, il s'est passé un mois et demi. Et là, on a fait encore un moins 20%, ce qui ne m'étonne pas du tout, hein. Et là, 190, on commence à arriver sur un prix plus cohérent. Maintenant, est-ce qu'on demande une décote ou pas? Ça, c'est propre à chaque investisseur. Est-ce que vous voulez rajouter une décote, une marge de sécurité? Mais je vous ai déjà partagé mes projections. Et c'est pour ça que je vous disais sur Meta et Microsoft, faites aussi vos propres projections, comme je le fais souvent en vidéo. Vous avez plein d'exemples, donc n'hésitez pas à le faire vous-même. Parce que sinon, si on achète Essilor Luxottica à 240 et qu'elle baisse à 190 et qu'on ne sait pas pourquoi on l'a acheté à 240, vous imaginez l'état psychologique? Je vais répéter, c'est important. Imaginez, on a acheté après la grosse baisse là de février et Essilor Luxottica à 230 juste parce que elle a baissé, elle est sur un niveau de résistance qu'on pourrait voir ici là. Vous voyez qu'on avait tapé en juillet 2025, en avril 2025, et on se dit ouais j'y vais, mais qu'on n'a pas écrit noir sur blanc. Pourquoi? Chacun sa méthodologie, que ce soit une imprime écran d'un logiciel, un fichier comme j'aime les conserver dans le temps. Il y a plein de façons de travailler, et d'ailleurs vous êtes nombreux à travailler de différentes façons, je respecte ça. Il faut juste avoir écrit pourquoi. Parce que quand on passe de 230 à 190 et qu'on sait pas pourquoi on a acheté à 230 juste parce que, bah, allons-y, ça doit être stressant. Donc voilà. Aujourd'hui, on revient sur un prix tout juste cohérent. Je ne me serais pas choqué si quelqu'un rentre, alors que là aussi, et avec une décote, ouais, pourquoi pas. J'aime beaucoup le dossier. Vidéo qui était d'ailleurs très positive, hein. Si vous retournez voir les conclusions que j'avais fait, je disais une très belle entreprise, une belle gestion hystérique, etc. Et sur l'Oxotica, moi j'ai rien contre, juste pas la payer 270 euros, quoi. Aujourd'hui, on est tout juste à un prix qui passe, et en plus, je l'avais bien écrit, regardez. J'ai écrit dans mon ratio de prix, là, j'ai écrit 25 fois les flux de trésorerie disponibles dans le futur, payés en price to free cash flow. J'ai écrit max, hein, vraiment. Donc 193, on est encore cher, faut une décote.
pour moi, parce que j'aime bien faire une bonne affaire. Mais je peux plus dire que c'est surévalué. Je peux plus dire, et si l'Orluxotica, la Valo n'a plus aucun sens. Bref, j'ai encore trop parlé, je pensais pas faire une tangente aussi longue sur l'Orluxotica. Très belle entreprise, j'ai déjà fait une conclusion très positive dessus, que j'aimais beaucoup. Et je voulais finir du coup aussi sur Pernod Ricard, je voulais vous en reparler, car on avait des échanges sur l'entreprise, notamment dans le school, très intéressants sur le fait que c'est pas parce que je n'achète pas Pernod Ricard que je pense que l'entreprise va aller à zéro, qu'elle va faire faillite, etc. Voilà, je suis pas ultra fan de décisions qui ont été prises par la direction. Clairement, la première fois qu'on en avait parlé, c'était là-haut à 130 ou 120 euros. Vous avez de toute façon toutes les vidéos sur la chaîne, ça c'est génial avec YouTube, on peut remonter, c'était hors de question. Et pourtant, il y avait déjà, on venait de 220, hein. Donc à 130 non, à 100 non plus. Cette dernière vidéo, je sais pas de quand elle était, vous retrouverez les dates, de toute façon vous avez tout sur la chaîne. Aujourd'hui, Ricard a encore beaucoup corrigé. Ce qui, je comprends. Par contre, maintenant, sur Pernod Ricard, à 60 euros, la valo est basse. Je me dois de le dire, et c'était pour revenir du coup sur la conversation qu'on avait eue. Certes, je peux pas tout avoir en portefeuille, mais ça reste une entreprise qui a des produits qui se vendent. Oui, difficulté clairement sur le chiffre d'affaires. Ça a parlé aussi d'un potentiel, enfin d'un rapprochement potentiel avec la marque américaine. Vous avez eu plein d'articles sur les journaux spécialisés. Voilà, l'entreprise en ce moment traverse une période difficile. La correction en bourse est cohérente. Il y a de nombreuses vidéos où j'en avais parlé. Vous voyez, on est quand même sur 2 ans de décroissance. Mais la valo est massacrée, hein. Donc il y a un moment, on en parlait justement dans le school. Si quelqu'un s'intéresse au dossier, l'aime pour le long terme, je peux plus dire, un petit peu comme sur Luxotica, je peux plus dire que c'est trop cher. Je me dois de dire que les valorisations sont, oui, basses. On est sur du 13 fois les free cash flow, moins de 10 fois les operating cash flow. Alors certes, hein, c'est un business où il va peut-être falloir encore quelques années pour que la situation s'améliore, se retourne. J'avais pas mal regardé le business sur ce qui s'est passé sur le ralentissement des ventes dans plusieurs zones géographiques, notamment en Asie, il y a la concurrence, etc. Il y a les stocks aussi, il s'est passé plein de choses. Mais je voulais reparler de ça parce que je voulais pas que ce soit pris dans le sens que je trouve que c'est toujours trop cher. Non. Après, je peux pas tout acheter, je peux pas tout avoir en portefeuille. Si je fais mon outil de classement, qui d'ailleurs est disponible dans les descriptions de YouTube à chaque fois, bah, si je mets Ricard face à plein d'entreprises en portefeuille, Ricard, je préfère tout le temps d'autres business models. Donc à un moment, je vais acheter d'autres business models, d'autres entreprises qui sont aussi à un bon prix. Mais voilà, c'est pas parce que j'achète pas Ricard que je pense que la baisse va continuer pour toujours. Non, il y a un moment, tout a un prix. Et même une entreprise en difficulté, en décroissance depuis 2 ans, avec une direction qui a pris des décisions qui me feraient pas dormir sur mes deux oreilles. Si quelqu'un est OK avec la direction, dort sur ses deux oreilles avec ce business, ou veut juste prendre un trade, hein, moi j'ai rien contre prendre un trade sur des valos, je l'ai encore fait il y a pas longtemps, j'avais pris une plus-value sur ELF, une boîte de maquillage pour un trade, parce qu'en fait je l'avais acheté il y a un peu moins d'un an avec une valorisation massacrée. Moi j'ai rien contre, hein. Et ouais, je suis pas choqué par la valo. Donc voilà, je vais revenir sur ces 4 dossiers. Microsoft, Meta, les baisses sont violentes et j'aime beaucoup ce que je vois. C'est 2 entreprises que j'apprécie. J'ai Microsoft en portefeuille, j'avais acheté il y a longtemps Microsoft. C'est du 2020 pour moi, un achat de 2020. Vous voyez ici, j'ai toujours un combien plus 120% dessus. J'ai dû l'acheter dans les combien 167 mon prix de revient unitaire. Meta, je l'ai pas, mais j'aime bien. Et Silor Luxotica, on est tout juste en train de revenir sur un prix que je comprends enfin, avec une décote. J'ai rien contre, c'est pas fait à ce jour, il n'y a pas encore de décote puisqu'on est tout juste au prix. Et Ricard, la valo basse aussi, mais c'est juste que j'aime beaucoup moins le business model. Et quand je regarde dans les détails les chiffres et tout, je suis pas trop fan de la gestion qui a été faite, notamment au niveau de la trésorerie, de lever de l'argent, etc. Voilà, donc je peux pas tout acheter, mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'était un peu décousu, comme ce que j'avais fait il y a quelques jours, tout simplement parce que là, je me concentre vraiment sur de la mise à jour, à animer la communauté et tout. Mais je vais vraiment pouvoir attaquer YouTube à fond très bientôt. Et j'aime bien aussi ce genre de vidéo où je prends plein de sujets, j'ai 2-3 notes sur un de mes autres écrans, et puis je vous raconte un petit peu ma vie, ça fait plaisir, ça me change un petit peu. Donc voilà, en tout cas, une baisse qui ne m'embête pas. Bon, c'est jamais marrant, la version à la perte c'est quelque chose de réel, la psychologie, voilà, faut te la tenir, ne pas oublier que c'est aussi pendant les baisses qu'en bourse on peut acheter des actifs à moins cher, et comme le disait très bien Benjamin Graham dans le livre Investisseur intelligent,
en baisse, si on arrive à ne pas être son pire ennemi, à ne pas vendre quand le marché dit vendez tout, et ou en hausse à acheter quand le marché dit achetez tout, mais qu'on arrive à penser long terme et comprendre que peut-être, d'après notre analyse, c'est une opportunité pour nous à 10 ans, 20 ans et plus. Bon, c'est pas une situation inconfortable, bien au contraire. Les médias et tout, je les regarde pas trop. En plus, je suis occupé en ce moment. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Ça peut durer. On a connu des baisses très longues. On les a traversées ensemble sur YouTube. On était présents toutes les semaines à faire des vidéos. Quand je dis on, c'est la chaîne, c'est on, nous ensemble à en parler tout 2022, 2023. Donc ça peut continuer. Moi, je serais prêt à acheter. Et je vois des beaux dossiers. Là, je viens de vous en présenter 4. Je viens de vous montrer 4 entreprises sur lesquelles, pour moi, les valos sont basses. Certaines que j'aime plus que d'autres. Mais voilà, je voulais faire une vidéo positive à montrer Meta, Microsoft, sur Exotica et Ricard. Qu'on aime le business model ou pas, les valorisations sont basses. Et j'ai du Microsoft en portefeuille. Meta, je me pose des questions. Et sur Exotica, il me faudrait une décote. Ricard, c'est non, pour des raisons fondamentales. Mais ouais, ça fait plaisir, entre guillemets, la baisse. On verra bien où on va. J'ai aucune idée de où on sera la semaine prochaine. Je n'essaie pas de deviner. Et donc j'applique ma méthode comme d'habitude depuis toutes ces années. Vidéo plus longue que prévu, mais c'est pas grave. J'aurais pris du plaisir à la faire. J'ai le sourire. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous ai dit, vous avez les liens en description. Et à très bientôt pour un prochain épisode.